16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci de nous être si fidèles. Et si vous le voulez bien, en ce début de dernière émission de la semaine, un petit clin d'œil à toute l'équipe d'On est fait pour s'entendre qui m'entoure chaque jour de l'année. Alexandra, Gérald, Xavier, Edwige, Audrey, Agathe et Gunther qui a pris quelques jours de repos. Et on pense à lui, on l'embrasse. Bonjour Marcel Ichou. Bonjour Flavie. Je sens que vous avez l'âme joueuse aujourd'hui. Ah oui, j'adore. Vous n'avez plus l'âge, surtout. C'est quoi, j'ai plus l'âge de jouer? Si, bah, plus on vieillit, il n'y a pas d'âge. Exactement. C'est un état d'esprit. Exactement. Et puis, c'est le jeu et la psychologie, ça va de pair. Hein, Eh ben, on va en parler avec notre invité. Vous parliez de jeu. Je ne sais pas si vous jouez encore à cache-cache, Marcel Ichou, si vous jouez au jeu de rôle, à Colin Maillard, les chatouilles ou encore nos pitreries. Eh bien, nos chères têtes blondes expriment bien plus que le plaisir de l'amusement à travers leurs jeux. Les jeux des enfants ne sont pas des jeux. Il faut les juger comme leurs plus sérieuses actions, a écrit Montaigne. Alors, l'éducation et la communication passent-elles aussi par le jeu? Les parents s'investissent-ils suffisamment suffisamment dans cette activité avec leurs enfants? Quels sont les bénéfices et comment s'y prendre? Pour le savoir, nous avons invité aujourd'hui une amie de cette émission. Elle est psychothérapeute, elle est formatrice en relations humaines et en communication et elle s'appelle Isabelle Filiosa. Isabelle, elle a écrit la préface d'un ouvrage intéressant, Qui veut jouer avec moi?, écrit par le psychologue américain Lawrence Cohen aux éditions Lattès. Isabelle Filiosa, bonjour. Bonjour à tous. Alors, dès que je commence à bafouiller, vous prenez le relais, Isabelle. Non mais, vous savez, ça fait fin de saison, fin de semaine, tout le monde fatigue un petit peu et en même temps, c'est un plaisir d'être au quotidien à jouer avec les auditeurs sur RTL. Vous allez bien, Isabelle? Oui, très bien. Bon, est-ce qu'effectivement, il est un âge où on doit arrêter de jouer, selon vous? Eh bien, certainement pas. Et il y a un médecin de la NASA qui était engagé par la NASA pour mesurer le vieillissement a montré récemment que, en fait, plus nous jouons, plus nous garantissons une jeunesse éternelle. Voilà, plus nous avons encore dans le regard quelque chose qui brille un peu de l'enfance, en fait. Hein, c'est une façon de conserver aussi la fraîcheur. Mais le jeu, c'est le rire, c'est le contact ensemble, c'est le plaisir. C'est vrai. Et puis, cette médecin de la NASA montre que presque tous les jeux mettent en relation la gravité et les accélérations. Et donc, il y a tous les jeux de sauter à la corde, sauter sur un trampoline, courir très vite ou faire du vélo, faire du skate, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui nous aident à garder la santé longtemps. Alors, ça nous aide aussi à communiquer avec nos enfants. Est-ce que vous pensez que nous sommes trop sérieux finalement avec nos enfants aujourd'hui? Ah, ça tout à fait. Clairement. Pourquoi? Nous sommes beaucoup trop sérieux, bien parce que je crois que de manière générale, nous commençons à prendre la vie un peu trop au sérieux. On croit que c'est pour de vrai, qu'il faut absolument s'acheter la nouvelle machine à laver et travailler comme ci, comme ça. Alors que, en réalité, eh bien, le bonheur de la vie, il est dans l'instant présent, il est dans le contact, il est dans l'échange, dans la relation. Et on a un peu tendance à l'oublier. On rit beaucoup moins aujourd'hui qu'on ne riait il y a 20 ans. Et on a besoin de retrouver ça. Et puis le jeu, c'est le vrai langage de l'enfant. Nous, là, les adultes, on est là, on veut l'éduquer. Alors, on lui explique, on fait des grands discours, des grandes théories, on lui explique que s'il laisse son cartable dans le couloir, eh bien, il n'aura pas son bac. Mais en réalité, tout ça, ce sont des mots qui lui passent au-dessus. En réalité, pour passer nos messages, on aurait bien intérêt à passer par leur langage à eux, et le langage des enfants, c'est le jeu. C'est ce que vous appelez le parentage ludique? C'est ce que Lawrence Cohen appelle dans son le ouvrage, parentage ludique. Lawrence Cohen, j'ai adoré ce livre. Je l'ai dégusté avec le sourire aux lèvres quasiment en permanence. C'est un thérapeute qui va chez les gens, dans les familles, jouer avec les enfants. Et il résout les problèmes des enfants par le jeu d'une manière absolument merveilleuse et spectaculaire. Voilà, il a compris des choses que nous n'avons pas encore comprises, nous parents, ou même certains psychothérapeutes en France. Ah oui, mais moi, ça m'en a fichu une petite claque. Là, je me suis dit, waouh, j'avais pas vu tout ça dans le jeu et c'est vraiment très important. Marcel Ichou? Moi, j'ai l'impression que vous l'avez compris, parce que, pardon, mais je vous ai vu évoluer avec vos enfants et vous incluez fortement le rire et le jeu dans le truc. Vous l'avez inné, ça. C'est vital. Voilà, donc, et je voulais juste dire une chose qui va vous faire plaisir,
dire aussi, c'est que dans le jeu, ça dérive de l'analyse transactionnelle. Et vous savez comment on appelle ces transactions? Des caresses. C'est pas magnifique, ça, oui, le jeu, super. les caresses. Exactement. Voilà, c'est toute la vie. Voilà, et l'humour, tout ça est donc positive. Mais ça, c'est de l'éducation non seulement positive, on va y revenir pendant toute cette heure, Isabelle Filiosa, et puis même si on est dans une société, mine de rien, vous nous dites, voilà, on rit moins qu'il y a 20 ans. Bon, les choses ne sont pas très drôles non plus, hein, on vit dans une société, on en parle assez dans notre émission, une société qui ne prête pas toujours à rire. Mais justement, Marcel parlait, moi, de ma façon de faire, c'est faire de la résistance aussi que de savoir s'arrêter et se marrer. Il y a un côté un peu village de Gaulois où on décide que finalement la morosité ne passera pas par nous, quoi. Tout à fait. Et quelle que soit notre vie, nos situations. Et mais ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, c'est souvent dans les quartiers les plus pauvres qu'il y a le plus de rire. Hein, donc, et de jeu. Et de jeu, tout à fait. C'est un besoin humain fondamental. Donc, c'est vraiment très, très important de rire ensemble. Et le jeu, vous revenez au quartier un peu défavorisé, ou le jeu de la rue aussi, le jeu du ballon, le jeu collectif, le jeu avec rien. Le jeu avec rien. Le jeu sur une plage avec un morceau de sèche et des cailloux. Alors, faut pas non plus jeter la pierre à nos jeux complexes, les jeux de société très complexes, très élaborés, qui aussi éveillent une certaine intelligence. En fait, le jeu nous aide à nous approprier le monde. Et comme nous sommes face à un monde extrêmement complexe, on a aussi besoin de jeux complexes. Mais vous avez totalement raison, c'est super important de ne pas oublier les jeux simples, les jeux avec rien. Et jouer à la guerre avec un bâton, eh bien ça, c'est constructif pour un garçon. Oui. Par contre, jouer, pour un garçon ou pour une fille d'ailleurs, jouer avec une superbe mitraillette qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une vraie mitraillette, ça l'est nettement moins. Voilà, donc tout est accessible. En tout cas, c'est aussi une question d'état d'esprit. C'est ce que je voulais dire à travers la simplicité des jeux, et on peut jouer avec tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, on ne joue pas quand on se parle, hein. Évidemment, nous sommes sérieux, mais pas toujours. Vous pouvez composer le 3210, vous l'avez compris, nous parlons de la communication avec nos enfants à travers le jeu, et nous allons rentrer plus en détail dans un instant sur RTL. Composez le 3210, à tout de suite. On est fait pour s'entendre. On ne le répétera jamais assez, il faut jouer avec nos enfants. Et au-delà du plaisir du jeu, il y a également l'intérêt qui consiste à communiquer en fait avec eux. Et Isabelle Filiosa, nous en parlons avec vous. Vous êtes psychothérapeute et vous avez signé la préface, je dirais presque d'une Bible, hein, parce que ça a des allures de Bible quand vous nous en parlez, de Laurence Cohen aux éditions Lattès, qui veut jouer avec moi, jouer pour mieux communiquer avec nos enfants. Donc il y a le plaisir effectivement du jeu, et puis il y a cet intérêt de décrypter aussi les comportements de nos enfants à travers leur attitude dans le jeu. Les vertus du parentage ludique, si vous deviez les résumer? Déjà, ça simplifie la vie quotidienne, parce qu'en fait, il s'agit, au lieu de se figer dans des comportements, de s'énerver dans toutes sortes de moments un peu tendus du quotidien, on peut prendre les choses à la rigolade, et puis ça change tout. Donc ça permet de transformer tout simplement le quotidien. Je me souviens un des exemples qu'il cite au tout début du livre, c'est quand sa fille de maternelle, il commençait à s'énerver parce qu'elle n'était pas à l'heure pour aller à l'école, et donc elle lui dit: papa, et si on jouait à ce que tu serais furieux et parce que je suis en retard. Et du coup, le père a dit: oui, j'ai pas besoin de me forcer beaucoup. Mais en fait, comme il était obligé de jouer à être furieux, du coup, il était plus furieux. Il était là: oui, j'en peux plus, vraiment. Elle est encore pas là. Bon, je monte dans la voiture, mais évidemment, la petite fille riait sous le cap. Et voilà, ça permet, dans ce livre, on voit comment dénouer des situations du quotidien, quoi, prendre les choses de manière légère et tourner les choses par le rire, ça transforme. Alors en même temps, quand on vous écoute nous raconter cette anecdote de Laurence Cohen, c'est vrai que c'est la petite fille qui a initié le jeu. Exact. Ça veut dire qu'il faut être à l'écoute de nos enfants, mais est-ce que nous aussi, en tant que parents, on peut instaurer ce nouveau système de fonctionnement et de communication avec nos enfants? Tout à fait. En fait, tout dépend de notre degré d'humour. Mais quand souvent les parents se disent: mais je sais pas quoi faire, je saurais pas, je ne sais pas comment faire pour jouer. Et donc là, on peut vraiment faire confiance à nos enfants. Ils sont tout à fait capables de trouver et d'initier des façons. Mais sinon, il suffit en fait, c'est tout simple, de faire le clown et de prendre une position basse. Donc, je me souviens d'un autre exemple où c'était une petite fille qui avait qui s'accrochait à sa mère de manière vraiment, elle voulait pas la laisser partir, et évidemment, la mère, ils étaient partis en week-end pour amoureux, et donc ils avaient laissé la petite fille pendant 2 jours, et là, depuis, elle s'accrochait. Et donc là, elle devait partir pour son tennis, et la gamine qui s'accroche, et la mère se dit: tiens, je vais essayer le parentage ludique. Et là, elle dit: bon, ok. Elle pose sa raquette,
Et puis elle dit, oh, finalement, je vais pas au tennis, je suis fatiguée. Et elle s'allonge de tout son long sur sa gamine. Et elle dit, oh, il est confortable cet oreiller. Hein, je vais le pousser un petit peu. Oh, qu'est-ce qu'il est bien cet oreiller. Et donc, elle fait des câlins comme ça en s'allongeant sur sa gamine. Et évidemment, crise de rire et compagnie. Et au bout d'un moment, la petite fille lui dit, arrête, maman, arrête. Allez, tu vas être en retard. Elle lui fait un gros câlin et hop, ils sont partis. En fait, on manipule nos mômes à travers le parentage. Mais tout à fait. De toute façon, la relation, c'est toujours de la manipulation. Hein. On tourne le dos, c'est de la manipulation. On dit bonjour, c'est de la manipulation. Il s'agit de voir qu'est-ce qui va être efficace et rendre tout le monde heureux. Est-ce que l'enfant doit rester le maître du jeu ? Alors ça dépend du type de jeu, mais quand on joue avec un enfant avec la perspective de l'aider à résoudre un problème, par exemple, parce qu'on peut aussi utiliser le jeu pour ça. On peut utiliser le jeu pour aider l'enfant à se réparer d'un traumatisme, à digérer une journée un peu difficile, à traverser quelque chose qui est une petite épreuve qu'il aurait à vivre. Et donc à ce moment-là, oui, on le laisse maître du jeu parce qu'il va nous guider, il va nous dire ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à pas dire, et en fait, il va nous montrer son souci. L'objectif dans ce jeu à ce moment-là, c'est de l'aider à reprendre son pouvoir personnel, à ce qu'il trouve lui-même les solutions. Parce que si nous, on lui dit, il faut que tu fasses ceci, cela, ton copain il t'a ennuyé, donc tu dois lui répondre de telle manière, il est toujours en soumission. Tandis qu'à travers le jeu, en installant juste la situation, on peut permettre à l'enfant de trouver par lui-même ses solutions et en se sentant puissant. Donc oui, là c'est vraiment très important de lui laisser l'initiative du jeu. Mais il y a des tas de moments où on peut nous prendre l'initiative, comme on disait tout à l'heure, en faisant des câlins, des clins d'œil. Le jeu, c'est pas seulement les plateaux de jeu bien structurés ou les jeux de ballon. C'est un état d'esprit en fait. Exactement, voilà, c'est rire ensemble, c'est la connexion en fait, c'est un clin d'œil, c'est déjà joué avec un nourrisson, on se fait des mimiques, on fait cache-cache, tout ça, coucou, tout ça c'est déjà du jeu. Le temps particulier dont parle Laurence Cohen dans son ouvrage, il est essentiel. Qu'est-ce que c'est ? Et oui, c'est essentiel. C'est un temps où on ne fait ni la vaisselle, ni on prépare à manger, ni on répond au téléphone. C'est un temps dédié à l'enfant. Vraiment complètement dédié à l'enfant. Particulier, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être tout un week-end régulièrement. C'est un temps où on va vraiment être en connexion profonde avec l'enfant et donner à l'enfant le sentiment, tu es vraiment important pour moi. Et donc, ces temps dédiés, ils nourrissent profondément l'enfant, ils nourrissent la relation, ils nourrissent l'attachement, et ils donnent à l'enfant une solidité, qu'il aura à l'intérieur de lui pour toute sa vie. À l'enfant, mais pas qu'à l'enfant, je pense. Parce que c'est vrai. Je pense que ça apporte énormément aux parents. On va en parler avec vous, évidemment. On parlera du fou rire, on parlera de jouer à la bagarre et de tout le reste. Si pour vous, effectivement, le jeu, c'est pas simplement, comme le disait Isabelle Filiosa, des petits chevaux en plastique sur un petit parcours, mais que c'est aussi une façon d'être, une façon de concevoir les choses et la relation avec les enfants. Une façon peut-être aussi de pas vieillir, et de garder un âge plutôt sympa. N'hésitez pas à composer le 3210, on vous attend, à tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Dans un instant, nous allons parler avec Stéphanie qui a composé le 3210 et qui va nous livrer son expérience sur l'antenne d'RTL. Aujourd'hui, nous parlons de la communication avec nos enfants à travers le jeu et avec Isabelle Filiosa qui est psychothérapeute. Isabelle, il y a un instant, je disais à quel point nous, en tant que parents, on a à gagner de ces moments que l'on passe avec nos enfants dans le jeu, une façon d'être, une façon de voir les choses. Et à quel point ça nourrit la relation. C'est-à-dire qu'en tant que parents, on se met au service de nos enfants aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se met au niveau de leur âge. On arrive à faire des trucs qu'on fait plus dans la vraie vie, quoi. Donc, ce qui fait quand même un bien fou, parce que ça nous maintient dans une forme d'énergie. Mais ça nourrit aussi la relation et la confiance ça de nourrit nos enfants à notre égard. Tout à fait. Et c'est très, très important. Et trop souvent, on pense, oui, mais son jeu ne m'intéresse pas. C'est un jeu de guerre. J'ai pas du tout envie de jouer à la guerre, donc ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un film, c'est pas de mon âge, donc il peut aller le voir tout seul. Et du coup, on perd une occasion de rentrer dans leur monde, de les rencontrer là où ils sont. Et quand on y arrive, parce que finalement, ce qui nous intéresse quand on joue avec les enfants, c'est pas forcément ni le jeu de guerre, ni le petit chevaux, ni la Barbie, c'est jouer avec l'enfant, c'est la relation. Et c'est ça qui est vraiment essentiel. Alors, on parle du jeu qui se partage. C'est pas un jeu que l'on donne, une activité en tout cas que l'on impose à nos enfants, mais c'est vraiment le jeu que l'on partage. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous partagez beaucoup avec Armand, Alban et Adam ? Dis donc, on était dans la rime là. Vous avez bien fait les choses.
Les 2 premiers, c'est pas fait exprès. Le 3e, c'est réfléchi. Oui, Bon, on en tout cas, partage c'est très beaucoup. joli. Oui. Nous, on partage beaucoup. Comme j'expliquais en fait à votre collaboratrice, on a instauré un système d'activité il y a quelques années parce que notre plus grand, qui a 15 ans maintenant, avait du mal à aller coucher, avait du mal à s'endormir. Donc, on a instauré un système d'activité qui durait 20 minutes, une demi-heure, où là, nous, adultes, avec mon mari, on arrêtait tout. Donc, on laissait la table telle qu'elle était, pas de vaisselle, rien du tout. Enfin bref. Ouais. Et on avait un système. Donc, le lundi, c'était histoire, parce qu'en général, ils ramenaient des livres de l'école. Le mardi, c'est un jeu de société, parce qu'un jeu de société est un petit peu plus long que les autres activités. Et donc, comme le mardi, il pouvait se coucher un petit peu plus tard que 8h30, on faisait jeu de société. Le mercredi, c'est musique. Donc, soit on chante, soit on écoute des chansons. Le jeudi, c'est dessin ou mime. Donc, dessin, c'est-à-dire qu'on est tous les 5, puisque maintenant il a deux frères. Oui. On est tous les 5 et on dit chacun un mot. Enfin, peu importe qu'il y ait un rapport ou pas, et on crée un dessin par rapport à ça. Enfin, alors, il y a de l'abstraction, enfin, il y a des dessins complètement abstraits. Et c'est là où on voit aussi l'imagination des enfants. C'est-à-dire que mon mari et mon premier fils sont très imaginatif, et mon deuxième et moi-même, on est très terre à terre, quoi. Par exemple, si on dit oiseau, arbre, nous on va mettre l'oiseau dans l'arbre et mon mari et mon fils vont faire porter l'arbre à l'oiseau. Enfin voilà. Donc voilà. Et le vendredi, comme ils n'ont pas d'école le samedi matin et que c'est un petit peu plus cool et qu'ils sont pas obligés de se coucher à 8h30, là ils ont libre jeu. Donc soit on autorise la DS, soit on regarde tous un DVD ensemble. Donc c'est pas forcément évident de regarder des DVD d'enfants, mais bon voilà, c'est des moments qu'on essaye de partager avec eux parce qu'on est pris tous les deux toute la journée. Et on s'aperçoit que si on leur consacre une demi-heure par jour, ça passe super bien, quoi. Et en effet, c'est une demi-heure où on fait rien d'autre, quoi. Où on arrête tout, enfin la table est pas débarrassée, enfin voilà. C'est ça que j'aime bien dans votre discours, parce que c'est vrai qu'on pourrait voir un emploi du temps, vous voyez, qui peut paraître un peu scolaire vu de l'extérieur, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le mercredi, on fait ça. Mais en fait non, c'est comme une sorte de tradition, de partage, quelles que soient les circonstances, vous arrêtez tout, et ça c'est super, parce qu'effectivement on n'est pas obligé d'avoir lavé la table, on n'est pas obligé d'être tous les mains propres, on est vraiment dans du partage. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que visiblement vous semblez, Stéphanie, comprendre vos enfants dans leurs différences, les aimer pour ça aussi, c'est-à-dire que vous reconnaissez le terre-à-terre, le poétique, est-ce qu'il est aussi des émotions que vous percevez pas forcément chez eux, ils ont une mauvaise journée et vous vous en rendez compte au moment justement du soir? Oui, on échange beaucoup sur la journée parce que, c'est pas qu'on les fait grandir, il reste des enfants, mais si moi j'ai une mauvaise journée ou mon mari a une mauvaise journée, on leur dit d'emblée, la journée était pas terrible, au même titre que eux nous le disent au moment du repas, quoi. Mais est-ce que c'est un exutoire en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une façon aussi d'exprimer ses émotions que de faire ses activités avec vous, que de les partager avec vous? Oui, parce que parfois ça canalise un petit peu, c'est ce que j'expliquais. Quand on sent que tout le monde est un peu énervé à la maison, pour des raisons X ou Y, parce que on n'a pas pu sortir, etc. On prend un jeu de société et là ça permet d'apaiser. Alors en fonction du temps, ça peut être un jeu qui dure 5 minutes, ça peut être un jeu qui dure une demi-heure. Enfin, on est beaucoup dans le partage et on essaye, en effet, comme vous veniez de dire à l'instant, de profiter de l'instant T, de profiter avec eux. Et je pense qu'en effet, ça les fait grandir aussi, quoi. Ils savent, quand on part en soirée ou en voyage, ils prennent toujours 1 ou 2 jeux de société et en général, ça fait boule de neige, quoi. On passe du temps avec eux. Donc on essaye, un maximum de passer du temps avec eux par l'intermédiaire des jeux. Alors on joue beaucoup. Mon mari est un grand enfant. Et joue beaucoup, beaucoup avec eux. Justement, vous parliez tout à l'heure de chatouille, de bagarre, etc. Voilà, c'est aussi du temps qu'on passe avec eux, que mon mari passe avec eux comme ça, quoi. On viendra avec Isabelle Filiosa justement sur les bagarres. Vous savez, ce sera ma dernière question, Stéphanie, mais dans l'ouvrage dont on parle là de Laurence Cohen, il est écrit que le parentage ludique, le fait de passer du temps avec nos enfants, nous met face à des émotions intenses auxquelles on penserait pas forcément. Est-ce que c'est le cas pour vous?
Par exemple, le chagrin, les bouderies, les fâcheries. On est en proie à plein d'émotions quand on partage ces moments-là avec nos enfants. Oui. Moi, on essaye en effet de partager beaucoup de moments. Et on n'a pas des enfants qui sont caractériels. Voilà, je pense que c'est peut-être grâce à ça. C'est peut-être grâce à ça, nous dit Isabelle. Oui. Non, c'est vrai, parce que prendre ce temps tous les soirs, prendre 20 minutes, une demi-heure avec les enfants, c'est vraiment superbe. Laisser tourner la vaisselle et vraiment être ce temps dédié avec les enfants. Et ce qui est intéressant dans ce que nous dit Stéphanie, c'est qu'au début, elle l'a fait parce que c'était pour aider le plus grand à dormir. Et c'est vrai qu'un enfant qui n'a pas reçu suffisamment d'attachement dans la journée peut avoir du mal à dormir. Ou peut se montrer caractériel, ou peut... en fait, ça augmente les conflits. Le fait de jouer... ça a été flagrant. Quand on s'est posé... Il avait 5 ans, donc son petit frère avait 2 ans, donc il participait aussi, mais pas de la même façon puisqu'il était trop petit. Mais je vous promets, du jour au lendemain, ça a été flagrant. Il a arrêté de nous demander tous les 10 minutes à boire, j'ai perdu mon nanin, j'ai envie de piper, voilà, toutes les petites choses qui sont une vraie galère. On lui a dit, écoute, on arrête tout, on va jouer, on va faire quelque chose avec toi pendant 20 minutes à une demi-heure, mais après on ne veut plus t'entendre. On a été aussi un petit peu ferme sur ce côté-là, quoi. Mais c'est bien. Du jour au lendemain, on a pu, donc forcément on a gardé ce système-là pour les 2 autres. Non mais c'est super parce que au-delà même de l'éducation, c'est qu'il y a des vrais moments de partage qui sont constructifs, et ça c'est formidable. Stéphanie, on est obligé de se quitter, mais je vous remercie vraiment pour votre témoignage parce qu'on va rebondir sur plein de points que vous avez soulevés. Et puis vous saluerez Armand, Alban, Adam et votre mari. Voilà. Et juste une petite dernière chose, c'est vrai que notre deuxième, il a eu des petits soucis de santé en crise d'épilepsie, et je pense que les jeux de société lui ont permis de s'épanouir aussi, parce que on avait limité, ils n'y avaient pas beaucoup de droits, ils avaient le droit à une demi-heure le week-end au DS, etc. Et je pense que les jeux de société lui ont permis de s'épanouir et d'échanger le lundi en disant moi quand les copains me disaient moi j'ai joué à ça, lui il disait moi j'ai joué à tel jeu de société, quoi. C'est noté. Stéphanie, je vous remercie pour votre appel. Bonne fin de journée à l'écoute RTL. Au revoir Stéphanie, merci. Au revoir, bonne journée. Aujourd'hui, nous parlons avec Isabelle Filiosa de la communication à travers le jeu avec nos enfants. Le jeu, c'est aussi un état d'esprit. Je remercie vraiment Stéphanie de nous avoir livré son témoignage. Ce qui est intéressant dans l'expérience de Stéphanie, c'est qu'elle en a d'abord tiré un enseignement, et puis ça a conforté sa vie de maman. C'est devenu beaucoup plus confortable avec ses 3 enfants à partir du moment où elle a commencé à jouer avec eux. Et puis en même temps, elle n'a pas imposé. On sent vraiment que c'est une invitation au jeu. C'est une invitation à l'activité. C'est ça. C'est un temps consacré et les enfants sont extrêmement désireux de partager ça. On pourrait se dire, oui, mais ils préfèrent jouer à ceci, cela, regarder la télé. En fait, non. Les enfants sont extrêmement désireux de temps de partage avec nous, temps de partage en famille. Et ils se nourrissent de ça. Et c'est très impressionnant de voir comment ce simple temps de jeu régulier va baisser le nombre de conflits et même de comportements difficiles. Alors, en même temps, j'ai reçu un message d'Anne-Sophie qui nous explique qu'elle joue beaucoup avec ses enfants. Elle en a 3. Le petit dernier en profite et va trop loin. Il a 10 ans et donc je deviens sérieuse et à chaque fois ça dérape. Mon mari me reproche de trop jouer avec mes enfants et que cela engendre un manque de respect. Dans le jeu, Isabelle Filiosa, avec nos enfants, il y a forcément des règles, il y a forcément un cadre. Alors, il y a un début et une fin pour ces moments-là. Non, je ne sais pas, parce qu'en fait, on peut, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être un état d'esprit tout le temps. C'est un état d'esprit, donc c'est pas forcément ça. Mais c'est vrai qu'un jeu, il y a des règles. Je ne sais pas ce que ça veut dire aller trop loin et comment un enfant peut aller trop loin, parce que en général, un enfant qui joue, il va se sentir respecté et du coup, il va respecter beaucoup plus. Par contre, ce qui peut se passer parfois, et notamment dans les jeux de bagarre, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, le jeu, les enfants vont l'utiliser pour décharger des tensions. Et quand on a accumulé des tensions dans la journée, quand on a vécu des choses difficiles, d'abord, on rencontre son parent, d'abord superficiellement. On teste un petit peu le parent. Est-ce que mon parent m'écoute vraiment? Et si on sent qu'il y a vraiment de l'attachement, si notre parent nous écoute, il est là, il joue avec nous, il est tendre, il est chaleureux, alors c'est comme si ça nous donnait la permission de montrer ce qu'on a à l'intérieur. Oui. Et donc, notre parent se montre comme une figure d'attachement digne de confiance,
Alors, on va attendre un petit truc. Par exemple, papa me griffe la main ou n'importe quoi. En fait, on va utiliser un petit détail pour se mettre à pleurer, à grogner ou à sortir finalement l'émotion qui aurait été comme ça gardée pendant la journée. Donc, c'est important de voir que quand on fait des jeux et que ça finit mal, entre guillemets, en réalité, ça finit pas mal. Ça veut dire que l'enfant avait ça à l'intérieur de lui et il avait besoin de sentir que ce contact se tissait. Les enfants libèrent leurs émotions à leur figure d'attachement et donc c'est vraiment très très important de jouer suffisamment pour que ce puisse être possible pour l'enfant de montrer tout ça. Par contre, à ce moment-là, eh bien, on dit pas non, on a été trop loin, alors attention, maintenant tu respectes les... Non. On voit que l'enfant a ce problème, il commence à pleurer ou à être en colère. On va l'enserrer, on va lui donner encore plus d'attachement et de tendresse. Ah bah dis donc, tu as eu une sacrée dure journée. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus? Et peut-être on va faire un autre jeu, peut-être pas le jour même, peut-être le lendemain. On va lui dire, on va jouer à ça, à ton souci pour essayer de mieux comprendre, parce que on vient de faire émerger un problème et donc peut-être que voilà, ça suit une journée d'école. Tiens, est-ce qu'il se serait passé quelque chose qui est pas facile à... Il faut savoir l'interpréter, en fait. C'est ça. En fait, derrière un comportement d'un enfant, il y a toujours une cause. Il ne fait pas la tête pour le plaisir. Il n'est pas en train de pleurer pour le plaisir. Il n'est pas en train de, soi-disant, transgresser les règles pour le plaisir. Il est en train de nous montrer quelque chose. C'est son langage. Donc, j'écoute son émotion et je lui permets de le dire, de la verbaliser. Le parentage ludique implique de se préparer à accueillir des émotions intenses, note Laurence Cohen dans son ouvrage. De quelles émotions parle-t-il, justement? Eh bien, en fait, c'est ça, voilà, de tout les bouderies, les caprices, les chagrins, les crises de larmes. C'est-à-dire que, justement, ça va permettre d'éviter les caprices. Mais on va avoir des crises de larmes. On est face à ça. Ce que je veux dire, c'est que le jeu n'est pas simplement... Il faut donner une certaine gravité, finalement, au jeu. Je parle dans l'esprit de l'adulte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être capable, être ouvert à toutes les couleurs, à toutes les météos de l'humeur en face de soi. Exactement, parce qu'en fait, le rire et le jeu, ça tisse la connexion et suffisamment de connexion pour que l'enfant se sente autorisé à partager les émotions beaucoup plus difficiles. Et donc, peut-être qu'il va avoir très peur, peut-être qu'il va trembler de rage, peut-être qu'il va faire une énorme crise de rage. Eh bien, ça fait partie du jeu. Si ça a démarré dans le jeu, c'est que ça a besoin d'être accompagné. Et donc, juste, on continue de le traiter dans le jeu et sur le lit, dans la bagarre et compagnie. On ne prive pas de jeu un enfant mauvais joueur, en tout cas. Ah, ça, c'est certain. On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Nous avons reçu un message de Sylvette, Isabelle Filiosa, qui nous demande si on doit laisser toujours gagner nos enfants quand on joue avec eux à des jeux de société. C'est vrai qu'on est tenté, en fait, parce que ça nous fait super plaisir de les voir gagner. Et oui, et puis c'est humain. Parce qu'on est vraiment dans notre rôle de parent quand on laisse gagner. Mais toujours, ça me gêne un peu toujours. C'est-à-dire que si c'est une attitude systématique, ça perd du sens. On a besoin, non pas de les laisser gagner, mais de jouer à leur niveau. Et donc, les enfants tout petits, ils ont besoin de gagner. Ils ont besoin de sentir leur pouvoir personnel. Et l'objectif, c'est justement de les renforcer, de les nourrir. Donc là, on va les laisser gagner plus souvent. Mais petit à petit, on va de moins en moins les laisser gagner. Et d'ailleurs, eux vont nous le demander. Mais maman, là, tu m'as laissé gagner, ça va pas. Il n'y a plus d'enjeu, quoi. Eh ben oui. Donc, il ne s'agit pas d'être systématique, mais de faire progressif. On oublie, parce que certains parents se disent, ah oui, mais si je le laisse gagner, alors après, il va être avec ses copains, et là, les copains, ils vont pas lui faire de cadeaux, donc il faut que je l'entraîne. En fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'un enfant, pour pouvoir faire face à des copains qui vont pas lui faire de cadeaux, il a besoin d'être solide à l'intérieur, d'avoir bien une conscience de son pouvoir personnel. Et ça se nourrit dans le jeu avec le parent, quand le parent laisse gagner. Donc, l'enfant se nourrit, il a gagné suffisamment, il a plus d'enjeux, il peut s'exposer à perdre avec un copain. Et donc... Qu'est-ce que vous répondez aux parents aussi qui ont peur des jeux de bagarre? C'est-à-dire qui ont le sentiment qu'à un moment donné, ça va alimenter l'agressivité de l'enfant? Alors, le jeu de bagarre, c'est les bagarres sur le lit, les bagarres tendres, en fait, les bagarres chaleureuses. Dans la bagarre, c'est merveilleux parce qu'il y a beaucoup de contact physique et on a tous absolument besoin de contact physique. C'est pas toujours facile pour un grand de demander un câlin, donc une bonne bagarre, ça permet un échange corporel, un échange de contact physique. Et puis, ça nous nourrit aussi de pouvoir personnel. Là aussi, alors là, dans la bagarre, on laisse systématiquement l'enfant avoir le dessus. C'est-à-dire qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure,
alors, enfin, pas quand il a 17 ans quand même. Non, je rigole. Quand il est petit. Non mais là, oui. Pardon. En fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de se mettre à la mesure de l'autre. Hein. Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est se mettre à l'écoute de l'enfant. Si moi, adulte, je joue à mon plein niveau avec un enfant de 8 ans, eh ben c'est pas égal. Bien sûr que donc évidemment, je me mets à son niveau et je joue comme si j'étais un enfant de 8 ans. Alors quand je parlais d'agressivité, je parlais pas du jeu de bagarre où on se roule sur le lit, où on se chatouille en se donnant des petits coups. Non, je parlais de jeu de guerre dans ce cas-là, pour mieux formuler. Alors là, j'ai été époustouflée par la réaction de Laurence Cohen. Un jour, donc, il est chez lui et donc il y a un enfant qui arrive avec un pistolet et dit « Pampan, t'es mort !» Et donc là, Laurence Cohen le regarde et puis il dit « Ah, mais tu m'as tiré dessus avec le pistolet d'amour !» Et il se précipite sur le gamin et lui fait un grand câlin. Et en fait, il recode. Il réinterprète la situation et donc le pistolet, au lieu de déclencher des morts, déclenche de l'amour. Et donc du coup, à chaque fois, le gamin n'a pas arrêté de lui tirer dessus en disant ben voilà. Et donc ça déclenche des câlins. Quelques jours plus tard, Laurence Cohen avait oublié et le gamin revient avec le pistolet, il lui tire dessus et là Laurence lui dit j'aime pas les jeux de guerre, tu arrêtes ça tout de suite. Et le gamin dit mais c'est le pistolet d'amour. Et en fait voilà, les gamins en fait ils veulent pas forcément jouer à la guerre, ils veulent jouer, c'est tout. Et nous on peut transformer comme ça et récupérer les choses autrement, leur donner le contact. En fait, ce qu'on a à privilégier absolument systématiquement, c'est comment je peux profiter de la situation pour donner à mon gamin de l'attachement, lui montrer tout mon amour et lui donner le sentiment de son pouvoir personnel. Ce que j'entends en fait, Isabelle, c'est que à travers le jeu, on accepte de partager, on se met au niveau de nos enfants, on accepte de partager avec eux. En fait, c'est aussi simple que de la considération et que les enfants rassurés, les enfants pleins d'amour sont des enfants qui ont partagé avec leurs parents et qui sont plus armés dans la vie. Ça paraît, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est une réalité. Et c'est important un essentiel de qu'on a le redire et de tendance se à le oublier. redire. Tout à fait. J'aime beaucoup ce mot, Flavie, de considération, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est un mélange d'admiration pour cette vie qui grandit, de connexion, de contact. Et oui, c'est ça qui solidifie à l'intérieur nos enfants et qui vont faire qu'ils seront capables de se réaliser dans leur vie future. Ils existent, quoi. Ils existent et puis surtout, en fait... Ils se sentent exister à nos yeux, donc ils existent, ils sont solides. Au niveau de l'autorité, c'est vrai qu'on a tendance à penser, parfois, à tort, j'imagine, enfin je pense, que le fait de trop partager avec nos enfants va nous enlever un certain pouvoir d'autorité, en tout cas nous enlève une certaine discipline, une notion de discipline. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que plus on joue avec ses enfants, plus on a d'autorité naturelle. Parce que du coup, les enfants ont confiance en nous et ils regardent que nous avons l'autorité. Pour eux, on a une autorité naturelle. Nous n'avons pas besoin, la plupart du temps, de faire preuve d'autorité, de faire preuve d'autoritarisme, du coup, parce que tout simplement, les enfants apprécient notre autorité naturelle. Voilà, donc il n'y a pas de risque. En fait, on ne perd pas notre rôle de parent à se mettre à quatre pattes, à jouer avec eux, à rouler dans la paille, à faire des courses, des galipettes ou des parties de Scrabble. Non, je crois qu'à ce moment-là, on grandit beaucoup et dans l'estime de nos enfants et puis surtout dans la nôtre propre. On grandit en tant qu'être humain. On se sent vraiment à sa place dans ces moments-là. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans un instant. Nous allons conclure cette émission ensemble. Je suis persuadée que ça va tous nous donner envie d'aller courir, chercher nos bambins à l'école et de partager avec eux. À tout de suite. Marcel Ichou, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette émission ? Le jeu, pour moi, il est inhérent à une bonne nature humaine. C'est-à-dire, on peut pas faire l'économie du jeu parce que le jeu, c'est l'humour. Dans toutes les sociétés, il y a des jeux. Les carnavals, les spectacles, on joue, le guignol. Le jeu, c'est le déplacement, c'est la souplesse de l'esprit. C'est ce qui permet aussi de dire des choses importantes. La vie est grave, donc si on est grave pour dire des choses importantes, y compris quand on le dit à ses enfants, c'est beaucoup mieux quand il y a du jeu. C'est bon psychologiquement. C'est de la bonne santé aussi. C'est de la bonne santé.
Cela dit, ça s'improvise pas. C'est vraiment un état d'esprit. C'est pour ça que vous disiez que vous faisiez ça comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, parce que c'est dans votre nature. Et puis il y a des gens qui ont une nature pour être sérieux. Il faut être pris au sérieux. Les choses sont graves, les choses sont dures. Donc le jeu, il est très très important parce que justement, c'est une des preuves aussi d'acquisition de l'intelligence. Il y a quasiment pas, mais vraiment, d'intelligence sans humour. C'est excessivement rare. Ou alors c'est une mécanique, mais c'est pas une intelligence humaine. Donc le jeu, c'est les éduquer à devenir adaptés à la vie, à s'adapter à la vie et à devenir un être épanoui. Isabelle Filiosa, est-ce que vous pensez d'ailleurs que dans l'éducation qui est donnée à nos enfants aujourd'hui en France, et je parle notamment à l'école, le jeu a été malheureusement ignoré, voire délaissé ? Ça joue de moins en moins quand même. Hélas, oui, c'est vrai. Et dans les cours de récréation, on voit un peu trop d'enfants qui ne jouent qu'avec leurs appareils électroniques plutôt que de courir. Il y a aussi un gros souci du fait que la dangerosité à l'extérieur fait que les enfants d'aujourd'hui ne sortent plus courir dans la rue et courir dans les champs, etc. Maintenant, ils rentrent chez eux très rapidement et ils sont devant la télévision et ça, c'est vraiment très dommage. C'est très très important de jouer et dans ce livre j'ai été vraiment époustouflée. C'est une bible, vous disiez tout à l'heure, il est très facile à lire, bourré d'exemples et il est assez gros, assez épais et chaque chapitre je me disais bon ça y est il a tout dit, qu'est-ce qu'il va encore trouver, et le chapitre d'après il y avait encore des choses incroyables à lire dedans. Il est très aidant. On vous le conseille en tout cas. Isabelle Filiosa a écrit la préface donc de cet ouvrage de Laurence Cohen. Qui veut jouer avec moi, jouer pour mieux communiquer avec nos enfants, chez Jean-Claude Lattès. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis Isabelle, je rappelle aussi que chez Jean-Claude Lattès, on trouve J'ai tout essayé. C'est votre ouvrage à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour nos auditeurs d'RTL. Merci.